parti. Bon, alors c'est parti. Eh bien, donc bonsoir tout le monde. On commence d'abord par dire merci d'être venus et d'être venus nombreux. Voilà. Ce soir, on va au cinéma. Je dis ça parce que les personnes qui viennent régulièrement pour les soirées de l'UPA ont plutôt l'habitude d'entendre des conférenciers qui font un exposé, une conférence sur un sujet, puis après on prend un temps pour discuter, réagir un peu à partir de là. Et ce soir, le point de départ va être différent. Le point de départ va être un film. C'est ce que vous avez vu un peu dans la présentation de la soirée de ce soir. Donc, je vous présente Blandine Delcroix, qui est la cinéaste, et Sandra Dachraoui, qui va être avec nous aussi pour cette soirée. Alors, au point de départ, Blandine a contacté notre association l'UPA et a dit qu'elle avait fait un film et qu'elle nous proposait de le rendre public, de lui donner une publicité, une issue, un petit peu comme on fait dans nos soirées. Et on a considéré qu'effectivement, c'était une bonne idée. Voilà. Ce film, on l'a regardé, vous allez voir, c'est un film qui est assez prenant. C'est une cinéaste qui, je ne sais pas si on dit qu'elle a fait rentrer son métier dans sa vie ou sa vie dans son métier, mais elle a fait quelque chose quand même d'un peu exceptionnel qui consiste en fait à avoir suivi et accompagné sa propre maman pendant toute la période du vieillissement jusqu'à la fin. Et ça amène à raconter une histoire qui est une histoire particulière, qui est son histoire, celle de Blandine et de son frère, qui est là aussi. Mais en même temps, cette histoire particulière, évidemment, elle rejoint plein d'autres histoires particulières qui sont nos histoires à nous, puisque nous sommes tous des êtres vieillissants. On a tous plus ou moins des cheveux blancs, ou on va en avoir. Et on est tous dans un processus où on perd progressivement un petit peu tout ce qui a fait l'emploiement de la vie. Donc des diminutions, des réductions, jusqu'au moment où effectivement on arrive à des situations critiques. Et la question qui se pose à ce moment-là, c'est comment ça s'opère, ce processus, dans le milieu où on vit, dans le milieu familial, dans l'entourage amical éventuellement, le voisinage, et puis également aussi avec les institutions et les services publics ou privés qui peuvent accompagner tout ce processus de vieillissement. Donc c'est un peu ce que nous raconte Blandine à travers son film, et à l'issue de ce film, évidemment, le film lui-même est intéressant et c'est un objet en soi, cinématographique, qui a une valeur en soi et qui va certainement vous toucher comme il nous a touchés, mais on a souhaité aussi ouvrir sur évidemment un sujet qui concerne tout le monde, qui nous concerne tous, et qui est justement cette question du vieillissement, du processus de vieillissement. Et on a souhaité être accompagné de Sandra Dachraoui, et je crois que le mieux c'est que je la laisse un peu se présenter pour qu'elle vous dise un peu d'où elle arrive et d'où elle parle par rapport à ce sujet très vaste qui, j'en suis sûr, va donner lieu à de larges échanges. Merci beaucoup et merci surtout pour l'invitation. Donc moi c'est Sandra, je suis psychologue, gérontologue et puis aussi une amie de Blandine, une amie qui m'est très chère, et durant ces dernières années j'ai pu être un témoin, je pense assez privilégié de toutes les étapes par lesquelles Blandine est passée pour ce film, pour la réalisation de ce film. Et donc je suis psychologue, hypnothérapeute et spécialisée aussi dans le psychotrauma. J'ai beaucoup travaillé en gérontologie, notamment en EHPAD, mais aussi à Paris en hôpital gériatrique, à l'hôpital Salpêtrière à Charlevoix, pour ceux qui connaissent. Et alors bon, là, l'idée de ma venue, c'est aussi de pouvoir, avec vous, alimenter le débat qui va suivre après le film, pour voilà, avoir plusieurs points de vue différents. Et c'est intéressant que tu parlais de perte progressive. Moi, je parlerais plus de vieillesse, plus que de vieillissement. Parce que le vieillissement, il commence après 20 ans. Donc, finalement, on est plus dans la vieillesse. Et puis, peut-être que pour aller au-delà des limites que représente la vieillesse pour quand même beaucoup de personnes, pour tout un chacun, pour toute une société, surtout nos sociétés actuelles. Aller au-delà, c'est aussi sortir de certaines croyances limitantes, donc,
et plus se rapprocher de ce que peut être, d'imaginer ce que peut être la vieillesse, au-delà de la perte, au-delà des limites, et puis même faire plus qu'imaginer, se laisser surprendre. Voilà. Eh bien, j'espère que vous allez vous laisser surprendre par ce film qui est en effet un film sur le processus du vieillissement, donc ça prend beaucoup d'années. Et au cours de ces années, il y a tout le spectre de toutes les émotions qu'on peut traverser, de la joie la plus profonde à la douleur et à la peine, mais ça n'est autre que la vie. Et voilà, donc je vous souhaite une agréable projection. Je remercierai après la projection tous les nombreux amis qui m'ont accompagné pour que ce film existe. Voilà, mais avant toute chose, bonne projection avec Vivre c'est vieillir. Merci. On fait le noir dans la salle maintenant et on va lancer. C'est bon pour toi, Fred? Je demandais à Sandra et à Blandine de s'approcher. Je pense que, comme tout le monde, vous avez ressenti beaucoup d'émotions à ce film. Je crois qu'il n'est pas indifférent. Mais c'est important. Voilà. Je crois que Blandine voulait intervenir d'abord. Merci d'abord d'être là, de votre présence et de votre regard et de votre écoute. Ce film, même si je l'ai filmé quasiment seul, ce film il existe grâce à d'abord une personne, bon, bien sûr ma maman que je remercie et mon frère Olivier qui est dans la salle pour leur confiance, mais ce film existe grâce à des producteurs et notamment Ben Salama qui est là ce soir et que je voulais chaleureusement remercier parce que je l'appelle un peu mon coach quelque part parce qu'il m'a vraiment motivé, stimulé et encouragé à poursuivre dans les moments, on va dire, un peu critiques. Et puis, accompagné de Michel Fourniol et de Thomas Marie, ce sont les trois anges gardiens pour ce film, parce qu'un film ne se fait pas tout seul et il faut le produire, et le produire c'est un métier difficile, surtout dans le documentaire et un film comme ça, voilà. Donc je tenais à les remercier chaleureusement, et puis nos partenaires, que sont la chaîne WEO, Hauts-de-France, qui est une chaîne de télévision régionale, bien sûr Pictanovo, qui est la région Hauts-de-France, la branche audiovisuelle, le CNC, Centre National du Cinéma, et la ProCirep Angoa. Voilà, je crois que je n'ai pas oublié, je regarde Ben, si jamais, voilà, je crois que c'est bon. Mais en tous les cas, c'est important de faire ces remerciements parce que vraiment c'est un travail d'équipe à chaque instant et ce film est vraiment, vraiment un magnifique travail d'équipe. Donc merci beaucoup. Voilà. C'est le moment de parler un petit peu maintenant de toute cette émotion. Donc, il y a un micro pour ceux qui souhaitent intervenir. Oui. Patrice.
Bonjour, je voulais simplement vous dire, je n'ai pas de questions à vous poser, je vous dis simplement que je vous admire d'avoir pu dire tout ça à votre maman, au bon moment. J'ose espérer qu'elle a tout entendu, même si elle réagissait de moins en moins. C'est vraiment très très humain et c'est extrêmement bouleversant. Voilà, vous avez eu cette chance-là. Appuyer. Je suis habituée, c'est timide. Merci beaucoup. Dans toute cette aventure de vie, je ne peux pas ne pas associer mon frère Olivier parce que vraiment c'est quelque chose qu'on a vécu ensemble. Bon, certes j'ai fait le film, c'est mon point de vue. Mon frère a vécu une autre expérience de par sa présence quotidienne auprès de notre maman. Voilà, mais en effet, on a eu cette chance, je ne sais pas si le mot est approprié, mais en tous les cas, peut-être, c'est une chance en effet dont on prend conscience probablement pas tout de suite, mais d'avoir pu être là et dire peut-être les mots d'amour qu'on n'ose pas dire avant. Elisabeth. Bonjour, bonsoir. Merci pour ce film qui retrace évidemment ce que beaucoup d'entre nous ont vécu avec leur famille. Moi, je voudrais revenir un petit peu en arrière sur la place de la personne âgée dans notre système actuel. Madame vient de Charlevoix, je crois. Moi, j'ai vu en 1970 une affiche dans le soir qui jouxtait l'hôpital Charlevoix, une pancarte, c'était noté « Interdit aux chiens et aux vieillards ». Donc, je remets le contexte un petit peu, ça tombe que ce soit Charlevoix où je l'ai vu moi-même. Je voudrais rappeler aussi qu'avant 1960, la personne âgée était une charge qui était complètement prise en compte par les familles comme elles le pouvaient, au mieux, sans beaucoup d'aides différentes. Je voudrais rappeler le rapport de Pierre Larocque en 1962 qui a permis de dire ben oui, la personne âgée existe, il faut qu'on s'en occupe, il faut qu'on fasse un certain nombre d'actions, qu'on bouge, quoi, et qui a forcé les ministères de l'époque à bouger. Hein. Ça a mis en place les foyers logements, sont arrivés en place les clubs troisième âge, qui étaient à l'époque financés, les restaurations troisième âge, etc. Donc là, il y a eu un grand coup de poing qui a été donné dans la fourmilière, et on a dit, mais oui, au fait, les personnes âgées ne sont pas qu'une charge, on doit accompagner et la personne âgée et les familles. Après ça, il y a eu les lois jumelles de 1975, enfin on parlait vraiment des personnes âgées et des handicapés, avec la prise en charge de la dépendance. C'est là qu'est arrivée la conscience de la prise en charge de la dépendance, avec quelques financements et avec la mise en place d'amélioration de la qualité de la prise en charge dans les établissements. Je parle de ça non pas pour refaire l'histoire, mais pour montrer qu'on a été dans une phase montante et qu'on est dans une phase actuellement en établissement quand même un petit peu descendante, puisqu'il y a eu, après les lois de 75, il y a eu la mise en place des clics, il y a eu la mise en place de la qualité, mais il y a eu, disons, à la suite de ça, ça a stagné un petit peu, bon, et est arrivée la fameuse loi de 2002, qui enfin a pris en charge les personnes âgées
dans des conventions tripartites pour les financeurs, l'État, les départements et les personnes âgées, avec la prise en charge de la dépendance par l'APA. Hein. Là, on était, il y avait à la clé de ces conventions tripartites une évaluation et une volonté d'amélioration de la qualité avec des financements pluriannuels sur 5 ans pour dire bah, on avance, on prend en charge les personnes âgées, on met dans les plans pluriannuels de qualité, on met des financements. Hein. Donc là, moi je me souviens avoir vécu ça, je suis du milieu de la gérontologie, depuis infirmière, directrice d'établissement, financeur et consultante après. Hein. Donc je connais un petit peu la trajectoire, on était vraiment très contents. Se mettait enfin en place avec des projets individualisés des personnes âgées en maison de retraite, un travail avec les familles qui était obligatoire. Il y a eu en parallèle et en même temps les services de soins à domicile, les services de maintien à domicile qui ont permis de retarder, si ce n'est d'éviter les maisons de retraite. Depuis cette loi de 2002, les choses stagnent parce que il y a eu des financements pendant 3 ans et puis il y a eu un flop. Ça y est, maintenant ce ne sont plus des conventions qui sont passées, maintenant c'est des financements qui reviennent un petit peu comme ça se faisait autrefois, c'est-à-dire on finance l'APA en établissement, on finance l'hébergement par les conseils départementaux, les soins par les DAS, mais bon. Non, l'assurance maladie. Donc là, voilà, c'est ce que je voulais dire. Hein. Là n'était pas le sujet de votre. Mais je voudrais dire que maintenant les choses stagnent à nouveau dans la prise en charge, en établissement notamment, au niveau de l'animation, etc. Hein. On est dans une. Donc c'est les familles qui doivent à nouveau se réinvestir dans la prise en charge. Je vais réagir et puis il y a d'autres questions dans la salle, il y a d'autres interventions. Sandra. Oui. Oui, juste pour les chiens interdits aux chiens et aux vieillards, effectivement, parce qu'on parlait d'hospice déjà à l'époque, et Charles Foy était le premier exemple. Et c'est resté, la pancarte est restée, donc je ne sais pas s'ils l'ont oublié ou si... mais en tout cas, effectivement, beaucoup de gens se sont plaints de cette pancarte et qui est restée vraiment inscrite dans nos mémoires. Mais c'est une réalité et on est face à une régression, comme vous le dites là. C'est pire qu'une stagnation, c'est une régression où on a exclu totalement... alors, quand on dit personne âgée, moi, je trouve que c'est un terme déjà qui ne veut plus rien dire. Parce qu'il faut préciser personne âgée de combien. Je ne sais pas si à un moment vous vous souvenez, mais pour le premier foyer dans lequel Gisèle a été a déménagé, le directeur, je suppose, il est dans la salle, non? Non, dommage. Bon, il parlait d'hommes et de femmes pris en charge. Déjà, et en expliquant comment est-ce qu'il faut les intégrer dans la société et justement mettre en place un projet de vie individualisé. Mais il y a plusieurs non-sens, plusieurs paradoxes dans la même phrase, déjà. Donc, vous avez commencé en parlant de vieillard juste après le mot chien. Ensuite, on parle de projet de vie individualisé et ensuite, on parle du rôle des familles. Et en fait, tout ça, pour moi, ça représente une seule et unique chose, c'est le système, donc c'est la société, les points de vue, notre imaginaire collectif qui a complètement mis de côté et qui a le sujet très âgé, le vieux, il faut appeler un chat, ça s'appelle un vieux. Quand il arrive à un très grand âge, vieillard sonne très mal, mais ça n'a rien à voir avec la dépendance, ça n'a rien à voir avec la charge, ça n'a rien à voir avec la pathologie, sauf que maintenant on assimile la personne âgée. À un moment donné, il a même dit,
les hommes et les femmes sont chacun une personne âgée. Donc c'est dire à quel point personnes âgées, c'est devenu un terme qui représente, c'est-à-dire même au niveau grammatical, enfin ça va pas du tout, donc c'est dire à quel point c'est devenu un objet, et si c'est un objet, ça veut dire que chaque membre d'une société peut influencer, avoir une action, et faire quelque chose de cet objet, sauf que on l'a plutôt mis de côté, on l'a mis en retraite. En espagnol on parle de jubilación, on jubile normalement quand on part en retraite. En français, on dit on met en retraite, c'est encore pire quand on est malade. Donc, voilà, c'est tout ce que vous dites là, pour moi, ça signifie surtout, quelles que soient les étapes et la chronologie, on en est arrivé à un point aujourd'hui où il y a une telle régression de mise à l'écart, de chosification, où finalement, on empêche la personne la plus âgée d'abord de se mettre en lien, d'appartenir à une communauté, donc de se sentir appartenir à quelque chose. Et les EHPAD, malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, quelles que soient les bonnes intentions, malheureusement, c'est un petit peu un constat. Ensuite, on empêche aussi à travers ce genre de système, quel que soit l'individu, quelle que soit sa pathologie, de s'investir dans un futur, c'est-à-dire de faire en sorte que le futur lui apprenne quelque chose. On l'empêche aussi d'avoir un contrôle sur sa vie, c'est-à-dire lui donner le choix et la liberté. Elle le chante tout de suite, Gisèle, la liberté d'avoir un pouvoir d'action. C'est ça qui est écrit, c'est ça qu'on a envie de hurler depuis qu'on est finalement. Et puis aussi d'avoir des activités qui ont un sens, que ce soit le jardinage ou autre, c'est trouver du sens dans le jardinage. Pas seulement du plaisir, mais du sens qui appartient à la personne uniquement et pas aux personnes qui sont autour, comme les soignants, qui vont donner le sens pour la personne. Et puis surtout, qu'elle ne soit pas définie juste par l'étiquette qu'on va lui donner, c'est-à-dire personne âgée, Alzheimer, démente, dépendante, sauf qu'à partir une fois qu'on est mis en retraite, finalement on est juste vieux ou malade. Donc je pense que c'est surtout, il y a tellement de choses à dire sur le film, mais pour faire écho à ce que vous dites là, c'est surtout la façon dont on emploie les mots. Et donc c'est le pouvoir qu'on a tous sur cette chose qui est le grand âge, qui est la dépendance, qui est le vivre finalement, et sur lequel on a une influence. Donc c'est comme ça qu'on peut faire changer les choses. On va redonner la parole à la salle. Merci, bonsoir à vous tous. Eh bien, tout d'abord, je renouvelle les remerciements à ton producteur Blandine. Parce que je pense qu'effectivement, produire, c'est un métier où il faut croire. Et croire que vivre, c'est aussi vieillir, il faut quelque part oser dans le contexte. Ensuite, je vais rebondir sur vos propos, madame la psychologue. Vous êtes en train de nous parler de vie et vous avez raison. Effectivement, est-ce que c'est les défauts de notre France jacobite, qui reste malgré tout ce qu'on peut dire encore un pays de liberté, qui font qu'effectivement nous devenons progressivement des données. Et que ces données perdent complètement de vue. C'est même pas pensable que l'on puisse effectivement prendre des années et avoir des projets. Et effectivement, cette dame, madame, vous nous avez rappelé toutes les dispositions, l'évolution, et vous nous dites aujourd'hui que maintenant, au niveau ministériel, c'est vrai qu'on n'est plus trop en odeur de sainteté lorsqu'on vieillit. Mais surtout, ce qui est important, et moi ce que je garde en souvenir dans tout ça, ce sont ces sociétés du Sud, et ces habitudes qu'on a dans le Sud, où le papy ou la mamie sont partie intégrante de la vie de la maison. Et je ne comprends pas comment se fait-il que dans notre si beau pays, on puisse à ce niveau-là se passer d'une génération qui sait, qui a appris, qui a intégré, qui est capable de traverser plein de défis. Et ça, c'est important, ça va jusque dans les entreprises. On a parlé par exemple de cette réforme des retraites, et on perd ici en France une énergie considérable de tous ces gens qui sont en train de vieillir, qui sont la culture d'entreprise, qui ont traversé plusieurs
années et décennies dans cette entreprise et qu'on veut absolument s'en débarrasser parce qu'ils seraient plus rentables, alors qu'ils peuvent très bien, eux, tutorer, accueillir des jeunes, transmettre un savoir. Il y a là comme un espèce de gâchis parce que on met les gens dans les cases. Et c'est un mal, c'est peut-être un mal français. Juste rappeler ici, par exemple, qu'au Danemark et en Hollande, les personnes âgées font partie intégrante du projet scolaire du village. Comment se fait-il que ce soit possible? Donc tout ça nous invite à quoi? À prendre conscience que nous sommes tous effectivement en train de vivre, que nous sommes tous en train de vieillir et que nous sommes humains. Qu'est-ce qui distingue l'humain? La parole, la communication et l'envie de l'autre. Et ça, aujourd'hui, dans le système tel qu'il est fait, il existe, mais pour des gens à fort revenu. Je sais de quoi se parle, je suis gestionnaire de patrimoine. Si vous avez des sous, vous pourrez vieillir à peu près tranquillement dans des conditions dignes. Autrement, ça va être galère, si les vôtres vous lâchent. Donc, merci, et puis, continuons à vieillir, c'est bon signe. Là-haut. Vous vouliez réagir? Oui, je voulais juste rebondir sur plusieurs choses. Quand on évoquait la chosification de la personne âgée, il est vrai que j'ai aussi fait ce film. Il y a un effet miroir, bien sûr, dans ce film, puisque la vieillesse de notre mère nous ramène à la nôtre en différé, si je peux m'exprimer ainsi. Et on a eu de cesse, avec Olivier, mon frère, d'associer notre maman au choix de vie, jusqu'au choix des objets, des vêtements, des meubles, enfin, de façon à ce qu'on ne décide pas pour elle. Quand c'était possible, et ça, je trouve que de ce point de vue-là, en tous les cas, je ne sais pas si on a réussi, mais on a fait tout ce qu'on a pu pour qu'elle ressente quand même une forme de liberté dans les décisions qui ont dû être prises. Bon, ça, j'allais dire, c'est pas que du discours. Après, il est vrai que la réalité, elle peut être beaucoup plus violente que ça dans les délais qui sont imposés pour prendre des décisions. Et là, on se confronte en effet à des choix et des contraintes, qu'elles soient financières, qu'elles soient de place dans un établissement, quel type d'établissement, voilà, enfin, c'est toutes ces questions-là qui peuvent se poser et qui sont très vite douloureuses parce que c'est un choc entre, d'un côté, les émotions, l'affect, et de l'autre, quelque chose d'éminemment matériel, réglementaire même, je dirais. Et ça, c'est un parcours, j'oserais presque dire, de combattant, de ce point de vue-là. Je voudrais d'abord vous féliciter pour avoir eu le courage de faire un tel film, parce qu'il faut beaucoup de courage pour revenir et reprendre les différents éléments qui ont certainement beaucoup marqué votre vie, et ça se sent très bien dans le film. Et je vais vous poser une question pratique. Ce film que vous avez monté, c'est-à-dire les éléments du film du début de la vie de votre mère, finalement, c'est des séquences de films que vous avez été reprendre, ou bien vous aviez d'emblée le projet de faire ce genre de film? Alors non, je n'avais pas d'emblée le projet de filmer la vieillesse de ma mère. Il n'y avait pas une intention initiale, en tous les cas, les premières images sur la plage. Voilà, ce sont il n'y a pas une intention, en tous les cas, particulière. J'allais dire que l'intention du film s'est construite en faisant, en tournant. Ce qui n'est pas du tout vendeur quand on regarde comment on produit un film, mais c'est comme ça que ça s'est fait.
et puis filmer le quotidien de ma mère, jusqu'à ce que je sente qu'il y avait un film. Vraiment, le moment le plus évident où j'ai su qu'il y avait un film, j'avais même appelé au départ l'inventaire, c'était le moment où elle doit quitter sa maison et où la caméra était sur pied, quasiment allumée en permanence dans chaque pièce, parce que je me suis dit, mais ça c'est un moment de vie, c'est le documentaire, j'allais dire à l'état pur, mais c'est la vie qui se passe sous mes yeux, c'est des moments de vie absolument essentiels et qu'on ne refait pas deux fois. Donc ça m'a d'autant plus incité à filmer. Et la dernière chose, c'est que cette caméra, elle m'a aussi tenue debout dans ce moment de vie. Et ça, c'est... Voilà. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est thérapeutique, pas du tout. Mais il n'empêche que d'être dans ce mouvement-là m'a aussi aidé, voilà, émotionnellement à absorber l'autre versant, quoi. Pour revenir sur le mot de classification, je voudrais rappeler aussi qu'avec la loi de 2002 sur la dépendance, nous sommes donc maintenant classés par catégorie de dépendance du GR1 au GR6, donc le groupe iso-ressources, n'est-ce pas, qui va du GR6 quand on est comment dirais-je, en pleine forme, et puis après on descend GR5, 4, 3, 2, 1, qui détermine donc à la fois le niveau de dépendance qui nous frappe et le montant de la part dont on a parlé dans l'exposé précédemment. Et donc vous avez l'honneur devant vous d'avoir un GR4. Merci. Merci. Oui. Moi, je voudrais vous poser une question. Je pense que c'est plus, disons, la psychologue, bien sûr, le film Les 13 éléments, c'est vraiment super, le film. Ça, il y a une discussion là-dessus. Par contre, moi, il y a une chose qui me pose un peu question, qui me paraît venir à question. C'est que quand on va aux enterrements, maintenant, très souvent, la plupart du temps, on a des diaporamas. C'est-à-dire qu'on a en fait des personnes qui ne bougent pas. Et nous allons nous arriver dans la génération où en fait on va pouvoir filmer les personnes jeunes et puis les personnes âgées au moment, et donc est-ce que ça va changer notre regard un petit peu puisqu'on va assister au déroulement de la vie à la fin de la vie, ou est-ce que au bout du compte ça va rien changer du tout, quoi, parce que c'est normal. Donc moi c'est un peu ma question, c'est est-ce que les nouvelles technologies, je ne sais pas le crédit du film, mais est-ce que les nouvelles technologies qui permettent de montrer le mouvement, qui permettent de montrer la personne, on voit assez peu, enfin moi j'en ai vu assez peu, c'était un certain moment, on voit que souvent des images un peu fixes. Savoir est-ce que ça va changer. Alors une chose également qui a complètement disparu, qui existait auparavant, c'était l'agonie. Et il y a un livre de je ne sais plus quel auteur qui a écrit un petit fascicule sur l'agonie qui pouvait durer dans la famille et qui était accompagné par la famille. Ça a quasiment disparu puisque on meurt à l'hôpital et en général on vous appelle quand la personne va mourir, mais on n'assiste pas à la totalité du moment où la personne va décéder. Le temps, en fait, aussi. Voilà, c'est mes questions. La question c'est est-ce que les nouvelles technologies peuvent rendre le mouvement? Le fait qu'ils rendent le mouvement, est-ce que ça va modifier notre regard un petit peu sur le mouvement de cette personne? Est-ce que ça va modifier notre regard? Moi,
Moi, personnellement, je trouve que c'est très optimiste comme façon de poser la question. Parce que, au contraire, pour moi, au contraire, les nouvelles technologies avec le monde virtuel, vous faites quoi face au monde virtuel? Vous êtes assis, vous ne bougez plus, et quelque chose dans le virtuel bouge, mais vous ne bougez pas. Mais maintenant, par exemple, avec les nouvelles technologies, par exemple en Hollande, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, je ne sais pas si certains d'entre vous travaillent dans des EHPAD où, par exemple, il y a des capteurs thermiques au sol pour justement détecter le mouvement d'un résident dans sa chambre. Le mouvement, c'est surtout, c'est pas de la c'est de la télésurveillance, c'est une forme de surveillance, mais c'est aussi pour détecter la chute et voir si, en gros, le capteur thermique, si ça chauffe longtemps et fort, ça veut dire que la personne est tombée. À part ça, je ne vois pas où peut être le mouvement réellement. Au contraire, ça astreint à l'immobilité et peut-être ça éveillerait plus le mouvement dans la pensée ou dans la connexion aux autres, virtuellement. Mais autrement, pour moi, au contraire, les nouvelles technologies figent et il faudrait plutôt remettre plus d'humain, d'intergénérationnel, d'interculturel, de remettre la cité à l'intérieur de ces EHPAD. Et voilà. Je ne suis pas sûre d'avoir totalement compris votre question, mais par contre, je voulais quand même rebondir sur ce que j'ai compris, à savoir sur la représentation, puisque quand on fait un film, on montre et à un point de vue, c'est une forme de représentation, et que ce qui est important dans le film, c'est pas un film sur la fin de vie, vous l'avez bien compris, c'est un film sur un processus, sur une métamorphose qui est le vieillissement, d'une part, et je pense que la question de la représentation et donc de l'image, elle est intéressante. Dans le film, vous voyez qu'il y a une photo que mon frère a mise sur la porte de la chambre numéro 45, une photo qui était de notre mère, qui datait de 2004. Donc elle avait 72 ans, si je ne m'abuse, en 2004. Et parce qu'on trouvait que la photo qui avait été prise à son arrivée dans cette maison de retraite n'était pas du tout représentative de la femme qu'elle était. Et alors, bon, je ne réponds pas à votre question, mais sur la question de la représentation et de l'image, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire, parce que la représentation de la vieillesse, elle se fait dans la tête de chacun d'entre nous, et ça prend du temps pour changer les représentations. Donc en effet, bon, j'aurais pas pu filmer ma mère, voilà. Mais déjà d'avoir filmé à certaines étapes de sa vie, ça donne une idée ça l'inscrit dans la vie, tout simplement. Et il est vrai que quand on parcourait les couloirs de l'EHPAD, la question qui nous traversait en permanence, puisque les portes étaient de chaque chambre, les portes sont ouvertes, et c'était de se demander, mais qui est cet homme ou qui est cette femme? Quelle vie cet homme a eu? Quelle vie cette femme a eue? Parce qu'on ne le sait pas et on ne voit qu'une personne voilà, qui est parfois dans une situation extrêmement difficile et plus forcément en capacité de répondre aux questions. Mais en tous les cas, voilà, il y a quelque chose comme ça où la personne qui est en tout cas dans cette situation devient d'une autre planète, comme une étrangère, alors que c'est nous dans X années, quoi. Je redonne le micro. Effectivement, c'est
c'est quand même assez enfin, un peu inquiétant parce que quand on va dans les cimetières, en fait, quand on regarde les photos qui sont sur là, on a toujours des mêmes personnes. On ne met pas de photo où elle est effectivement jeune, souriante, voilà. Et pourquoi? Effectivement, moi, je suis toujours un petit peu surpris de ça. Et je me souviens très bien d'une lettre d'une vieille dame qui était dans un EHPAD et qui avait dit, qui disait très bien, mais c'est pas incroyable. Moi j'ai été une jeune, vous voyez une vieillard, effectivement, mais j'ai été une jeune femme, j'ai aimé, j'ai voyagé, j'ai fait tout un tas de choses. Et en fait, le regard, ça modifiait quand même beaucoup le regard qu'on avait sur cette personne quand justement on voyait cette personne jeune et cette personne brillante. C'est fou qu'on ait besoin de le faire, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir, c'est comme ce qu'on fait aujourd'hui avec les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, on met des photos sur un profil pour raconter qui on est. Et c'est suffisant pour entrer en contact et se mettre en lien. Alors qu'on devrait justement se laisser surprendre, imaginer, aller à la rencontre, sauf que ça fait peur. Tout à l'heure, on a vu un ami en ville, donc je lui ai montré le flyer de la projection, et tout de suite il m'a dit « Ah non, pourquoi j'irai voir c'est pas sexy, ça donne pas envie. » Parce qu'on imagine tout de suite le négatif, on imagine tout de suite... alors que si j'avais donné quelques extraits d'images, quelques peut-être des moments rigolos, ou peut-être que là, effectivement, avec une nouvelle technologie, comme ça, un hologramme, tout de suite je le projette dans la projection du film pour qu'il s'imagine dedans, peut-être que, mais c'est dommage. C'est pour ça que les représentations, encore une fois... Pour rebondir un peu sur les interventions de Gérard, j'ai envie d'évoquer quelque chose qu'on a parlé tout à l'heure cet après-midi. Quelque chose qui était dans le Courrier Picard d'aujourd'hui, il y a un article qui était changé l'image des personnes âgées, justement. Et c'est une jeune personne de 30 ans qui raconte que, après avoir observé une vieille dame qui avait du mal à lire les étiquettes, en fait, c'est dit, mais cette dame qui est toute en difficulté, qui est quelque part un peu malheureuse, cette dame, elle a eu 30 ans. Et moi, j'aurais envie de savoir qu'est-ce qu'elle était quand elle avait 30 ans. Et donc, elle a lancé un projet, c'est dans le Courrier d'aujourd'hui, qui s'appelle 30 ans moi aussi, qui invite des personnes âgées, des personnes de notre âge, ou plus âgées, ou plus jeunes, pour justement raconter un peu cette histoire, qu'est-ce que j'étais quand j'avais 30 ans. Voilà. C'est un retour en arrière qui est peu habituel finalement et qui est peu institutionnalisé, parce que c'est vrai que là on a l'impression qu'on est dans un déroulement où on va vers une issue qui est une issue, encore une fois, de diminution et de fin. Et de faire ces allers-retours, je dirais, dans la vie à différentes périodes, alors que ce soit par des photos fixes ou par des vidéos, mais là en l'occurrence ce serait plutôt par des échanges et des témoignages. C'était comment vous étiez à 30 ans, c'était quoi votre vie, et ça fait partie de votre vie. On a eu 30 ans, on a eu 40 ans, on a eu 50 ans, on l'évoque dans le film. Voilà. Je crois qu'on est dans le projet de vie individualisé là. Savoir qui était la personne étant plus jeune et comment, quand elle rentre en EHPAD, avec elle, on peut construire son projet de vie. Par exemple, ma mère a 102 ans, elle est en EHPAD. C'était une musicienne, une musicologue. Personne ne le sait dans l'établissement, on ne lui met jamais un peu de musique, etc. On ne la descend plus aux animations, alors qu'elle a une mémoire ancienne très, très importante. Je crois que là, on est dans la construction. On a 70, 80, 90 ans, on a encore un projet de vie. Oui, mais par exemple, à l'âge de 30 ans, vous avez quelqu'un qui vous dit c'est quoi votre projet de vie individualisé? À 40 ans non plus, à 50 ans. Pourquoi? Oui, mais justement le concept même de projet de vie ou projet de soins, à la limite, mais projet de soins individualisé, PSI, le fameux PSI, avec les chiffres, les GIR, les MMSE, quelles étaient les passions, quelles étaient, moi ma passion il y a 5 ans, c'est pas la même qu'aujourd'hui. Par exemple, peut-être dans 10 ans je vais découvrir une autre passion. Donc, c'est-à-dire déjà d'entrée de jeu,
un être humain, il rentre dans un établissement et on lui dit, on va s'accaparer son projet de vie, on va l'orienter dans son projet de vie. Son projet de vie, déjà, c'est juste d'être là, chaque seconde, il n'y a pas de projet de vie, à part celui que lui va s'imaginer, ou en tout cas entreprendre, contrôler, décider. Je pense que le concept même devient presque absurde maintenant, ça n'a pas de sens. Quand on prend du recul, si on sort du personne âgée, de la chose personne âgée, projet de vie individualisé, ça chosifie, clairement. C'est presque condescendant même. Madame la psychologue, Oui, monsieur. simplement, on peut parler de projet de vie à 30 ou 40 ans lorsqu'on se présente par exemple à la NPE. Ah ben parce que c'est la NPE. Voilà, et on va vous demander quel est votre projet. Vous n'en avez pas, vous venez de perdre votre boulot, je le sais, j'en ai fait partie pendant 23 ans. Mais la NPE ne fait pas ma toilette. Et attendez, non mais c'est pour vous dire, quand vous n'avez pas de projet, même si vous en avez un, il faut que votre projet soit intégré dans la succession des cases qu'on vous a préparées à cet effet. Donc ça commence dès l'âge de 30 ans. Et ça peut même commencer à ce qu'on appelle l'éducation nationale. Bien sûr. Bien sûr. Où se place, donc je vais parler en termes plus qui vont davantage vous concerner, où se place notre désir et va-t-on en tenir compte? Parce que la personne, tout au long de sa vie, aura des désirs, y compris lorsqu'on prend de l'âge. Voilà. On peut retourner à plein de choses, il faut bien faire partie d'un système, mais pas un système qui gère absolument tout. Depuis le matin que je me lève, je sors de mon lit jusqu'au soir, jusqu'à l'heure de mon souper et de ma toilette. C'est déjà assez invasif comme ça pour qu'on me dise où est mon projet de vie. En plus des personnes qui ont parfois trois fois moins mon âge. Non, attendez, je vais vous donner le micro, mais c'est enregistré, sinon on ne vous entendra pas. C'est madame. Projet, mais c'est très bien, projet, mais il faut avoir plusieurs choix. Et tout le monde n'a pas plusieurs choix. Là, j'ai retiré cette semaine 2 personnes d'un grand âge, une pousse de centenaire, et le monsieur est mort chez lui, avec des aides à domicile, et l'autre personne est morte en EHPAD, c'était également son choix, mais elle était quand même restée jusqu'à un très grand âge chez elle, dans un appartement à Paris jusqu'à 95 ans, c'est pas mal. Et j'ai vu des personnes qui remerciaient l'entourage, les voisins, les aides à domicile, de la possibilité de rester chez soi. Et on a l'impression qu'on n'a pas toujours le choix. Et moi je regrette, mais les pas où on vous infantilise, moi je ne veux pas y aller pour qu'on me dise « On est content, madame, de vous voir des belles fleurs ». Ben non, c'est horrible. Peu de patience, j'arrive. Je voulais juste rappeler, on parle de projet de vie et ça choque tout le monde, beaucoup de gens, que l'on parle de projet de vie à partir d'un certain âge, comme on dit d'habitude dans les discours. C'est un certain âge. On ne sait jamais d'ailleurs lequel. Pour avoir travaillé et vécu, pas que travaillé d'ailleurs, donc vécu familialement le handicap moteur, mais on peut vivre le handicap autre que moteur. À la MDPH, on demande à la personne d'écrire son projet de vie, quel que soit le handicap et quelles que soient les facilités ou les difficultés que ces gens présentent, et parfois bien avant 30 ans. C'est tout, je voulais juste spécifier ça. On pourrait dire projet de vie, on devrait tous répondre vivre. Voilà. Le projet de vie, c'est vivre. Il faut bien être dans les cases, dans les chiffres. Merci à toutes les deux, Blandine pour votre film et pour vos interventions. Justement, vous étiez en train de dire, Blandine, c'est presque ce que j'allais dire, j'ai presque envie d'intervertir les deux termes, et de dire vieillir, c'est vivre. C'est aussi vivre, être vivant. Et être vivant, c'est plein de choses. C'est être reconnu
en tant que personne, en tant que personne ressentant des choses, pouvant faire des choix, pouvant avoir une vie sociale, des amours, des amitiés, pouvoir parler de son passé, mais aussi se projeter dans un avenir. Hein. Pardon ? Voilà, c'est le micro que vous gêne. Voilà. Et je voulais faire un petit témoignage, un petit regard cinématographique, parce que le cinéma c'est un peu mon dada. J'ai noté 4 films, éventuellement complémentaires, pour nous donner un regard aussi. Le dernier des hommes de Murnau, c'était avant qu'il y ait les retraites. Et un homme qui, comme ça, arrive à l'âge d'être trop âgé pour faire son travail, il perd tout. Et si on vivait ensemble, un film des années 90-2000, où un certain nombre de personnes qui atteignent le grand âge décident de vivre en colocation. Le film Une belle course avec Lynn Renaud, très beau film aussi, où une femme quitte son domicile et va intégrer un EHPAD et fait un voyage dans son passé. Et un film très récent qui est sorti il y a 15 jours, mais qui a eu on va dire comme une étoile filante, même pas une semaine au cinéma, Quand tu seras grand, un film où justement il y a le moment où des jeunes enfants rencontrent des personnes âgées. Et je vais justement parler de la relation intergénérationnelle. Je pense que tout ce qui peut rendre vivant, c'est pas seulement vivre dans son passé ou se représenter son image, mais c'est aussi tout ce qui nous rend un peu vivants. Et pour pouvoir en témoigner, j'ai vu un grand nombre de personnes âgées qui ont le regard qui brille quand il y a des enfants. Donc ça les rend vivants. Voilà. Moi, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure en témoignant d'une expérience qui a eu lieu dans un EHPAD. On est parti avec un groupe de jeunes qui avaient 20 ans et qui allaient dans un EHPAD d'Amiens rencontrer les résidents et leur demander c'était comment pour vous à 20 ans. Et le personnel, ça c'est quelque chose qui a été une expérience qui était assez incroyable parce qu'on a vu au cours des séances, ça s'est fait en plusieurs fois, on a vu les résidents venir de plus en plus nombreux, s'éveiller, venir avec des photos, se passionner, et les jeunes de 20 ans devenir acquérir une certaine gravité, solennalité, et parler avec ces résidents d'une manière qui changeait et qui se teintait d'émotion et de tendresse, et des liens se sont tissés. Et vraiment, les résidents disaient, voilà, il faut que les jeunes viennent, il faut que la vie rentre. Il y a des EHPAD où on introduit des animaux, des animaux à caresser, à nourrir, qui circulent librement. Il y a des EHPAD où des classes maternelles viennent rendre visite, viennent goûter, viennent jouer. Et je pense que projet de vie, oui, mais le projet de vie c'est vivre, et c'est donc d'avoir de la vie autour de soi, et pas seulement le projet de la mort. Voilà. Je rebondissais juste sur ce que disait Fred sur le titre du film, puisque je me suis longtemps demandé si ça voulait dire la même chose dans les deux sens. Vieillir, c'est vivre, ou bien vivre, c'est vieillir. Et le choix qui a été fait, c'est plutôt d'insister sur la vie, sur le vivre, en sachant que vivre, c'est aussi vieillir. Enfin, les deux sont... le philosophe Francis pourrait passer quelques temps à m'éclairer là-dessus, parce que c'est... Et on a amorcé une conversation sur cette question-là.
Mais en tout cas, ce qui était important, c'est d'insister sur la vie à chaque instant et jusqu'au bout. Ce qui nous a semblé, en tous les cas, dans les EHPAD, je ne veux pas généraliser, surtout pas, mais en tous les cas, c'est pas vraiment ce que j'ai ressenti. Je ne veux pas parler à la place de mon frère, mais voilà, je n'ai pas vraiment trouvé que c'était un lieu de vie, comme il est indiqué quand on rentre dans cet endroit. On n'y rentre pas, pour rebondir sur ce que vous disiez, madame, on n'y rentre pas librement, on n'en sort pas librement. Donc rien que ça, comment vous appelez des lieux qui sont fermés? Et c'est compliqué pour l'ouvrir sur la cité, pour travailler le transgénérationnel quand vous avez un lieu. Alors, bien sûr, on vous répond que c'est pour éviter les fugues de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Je pense que c'est une réponse peut-être un peu rapide et assez réductrice pour éviter quand même un questionnement beaucoup plus profond sur la place de nos aînés, de ceux qui nous précèdent ou ceux qui nous entourent dans notre société, quoi. Et la place, c'est aussi l'architecture des lieux et leur localisation dans la cité. Est-ce qu'il y a encore une demande de prise de parole? Je pense que beaucoup de choses ont été perçues ce soir et intégrées à la fois à travers les images et puis aussi... Ah, alors une dernière intervention, et puis après je crois qu'on va devoir conclure. J'arrive. Oui, donc c'était compliqué pour moi d'essayer de faire une question plutôt synthétique, puisque votre documentaire, je le trouvais vraiment pas mal. Alors, pardonnez-moi si les questions sont longues. Après, par rapport à votre documentaire, j'aimerais avoir votre avis. N'est-ce pas la considération de nous-mêmes en tant qu'humains au sein de notre société actuelle, par rapport à notre méconnaissance de nous-mêmes, notre propre cycle de vie? On oublie qu'on vit forcément, qu'on vieillit, qu'on meurt à la fin. On est éduqué, on est biberonné à une certaine manière de voir, de nous percevoir, de nous considérer, de considérer les choses vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de nos semblables dans notre société actuelle. C'est comme s'il y avait une carence, si je puis dire, par rapport à notre conscience, par rapport au fait que on vit, on vieillit, mais c'est comme si justement on l'oubliait. Et n'est-ce pas également le rapport de l'individu par rapport à la mort, comme si la société le rejetait sans, ou dans votre documentaire, ça j'ai ressenti un peu comme ça. C'est comme si directement on cherchait à tout prix à rallonger l'espérance de vie de la personne, aussi bien par les médicaments ou les soins, mais avec la faiblesse du corps qui progresse. Ça peut être positif dans un sens, mais est-ce que justement, comme ça a certainement été dit, on tient compte de la vie de la personne, de ce qu'elle souhaite, de la manière qu'elle souhaite vivre, même jusqu'à la fin de sa vie? Et après, j'ai cette question-là. Est-ce que c'est bien... Là, c'est toutes vos questions. Pardon, après, je peux m'arrêter ici. Non, mais parce que... C'était quoi la question déjà sur les dernières phrases? C'était quoi votre question? Oui, pardon. Oui. La considération de l'être humain au sein même de notre société, le rapport de l'individu à la mort, avec la société qui rejetterait ça,
Et est-ce bien de vivre plus longtemps si c'est pour vivre dans les conditions actuelles, dans notre société actuelle? Est-ce que c'est bien? Et on va être obligé d'être un peu bref parce qu'on va arriver sur la contrainte de rendre la salle. Donc voilà. Si vous souhaitez un peu réagir rapidement. Je pense, est-ce que c'est bien dans ces conditions? Forcément, ça ne fait pas rêver. Ça, c'est sûr. Mais ce qui fait rêver quand même dans ce qu'on vient de voir, c'est justement la capacité à aimer. Et peut-être que ça se résume à ça, finalement, vivre. Vieillir ou rajeunir ou être jeune depuis longtemps ou peu importe, mais c'est juste aimer en fait. Je pense qu'on va repartir avec plein de choses dans la tête après la soirée d'aujourd'hui. Simplement pour vous dire que le prochain rendez-vous de l'UPA est malheureusement marqué d'un peu d'incertitude, parce qu'on a l'intention de faire venir Marc-André Solos, Jean-Marc Solos, qui est donc chercheur et enseignant au Muséum d'Histoire Naturelle, sur la question du sol, pour ceux qui le piétinent, voilà. Mais en même temps, on a une incertitude concernant la date, à moins qu'on ait des informations de dernière minute. Non, pour l'instant, nous n'avons pas d'informations de dernière minute. Nous essayons de trouver. Il ne peut pas venir le jour qui était annoncé, qui est annoncé donc sur le tract. Pour ceux qui l'ont, ce ne sera pas le 12 juin, mais on essaie de trouver une date en juin. Et le titre, c'est Une histoire des sols à l'intention de ceux qui le piétinent. Il s'agit effectivement d'une étude sur la biologie des sols et puis tous les problèmes de la bétonisation, etc., que vous connaissez notamment pas. Bien. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis donc à une prochaine rencontre. Et je remercie bien sûr Blandine et puis Sandra.